Il est 20 h à Abidjan. Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi 14 mars. Le trophée de la Coupe du Monde marque une pause au palais présidentiel, une escale pour être présentée au chef de l'État avant de continuer sa tournée. Dans ce 20 h, le vœu du chef de l'État après avoir vu et touché le trophée mondial. Les femmes occupent une place importante dans la société ivoirienne. Depuis la tribune de l'ONU, la ministre de la Femme, Mariatou Koné, fait le point des avancées en matière de conditions de la femme en Côte d'Ivoire. Le point avec notre envoyé spécial. À suivre, le dossier sur le budget de l'État. Le Trésor public doit mobiliser cette année 1310 milliards, dont 100 milliards de francs CFA provenant des recettes non fiscales. Comment y arriver? La page économie répond à cette préoccupation. Enfin, cette nouvelle en Allemagne, Angela Merkel réélue pour un 4e mandat à la tête du pays. Sur les 688 votes valables, 364 parlementaires ont voté en sa faveur à bulletin secret. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Je vous propose de commencer par la Coupe du Monde. L'événement aura lieu en Russie au mois de juin, mais avant le trophée voyage. Il a marqué hier une escale au palais présidentiel à Abidjan. Le chef de l'État, séduit par le trophée, rêve de voir l'objet d'art dans l'armoire des éléphants. Viviane Aimé. Après un premier passage en 2006, le trophée de la Coupe du Monde de football est de retour sur les bords de la lagune ébriée. Contrairement à 2006, les éléphants de Côte d'Ivoire ne seront pas au Mondial 2018, prévu au mois de juin en Russie. N'empêche, la Côte d'Ivoire est considérée par la FIFA, instance mondiale du ballon rond, comme une grande nation de football. Nous avons un autre honneur, c'est d'avoir été choisis parmi 51 pays et 80 villes pour recevoir ce trophée. La délégation de la FIFA est aujourd'hui à mi-parcours et elle a tenu à venir à Abidjan, en Côte d'Ivoire, parce qu'elle considère la Côte d'Ivoire comme une nation de sport. C'est le Français Christian Carambeu, champion du monde de 1998 et ambassadeur de la FIFA, qui a présenté le trophée au chef de l'État, seul doigt privilégié de cette cérémonie, car les règles de la FIFA n'autorisent que les chefs d'État et les anciens vainqueurs de la Coupe du Monde à toucher le trophée. Ce trophée, il y a un parcours, il y a aussi l'excellence à travers ce trophée, et bien sûr, pour tout un chacun, la passion qui domine tous les enfants du monde, la passion qui domine ceux qui aiment le foot, les amateurs de foot, et bien sûr, aujourd'hui, qui est devenu global. C'est aussi le propos de ce tour, de rencontrer les fans du monde et d'amener justement ce trophée que tout le monde en rêve. Ne cachant pas son pincement au cœur pour l'absence des éléphants au prochain mondial, le président Alassane Ouattara a tout de même souhaité plein succès à ce tournoi majeur. Je suis heureux, bien évidemment, d'accueillir ce trophée qui mobilise chaque 4 ans des millions de spectateurs et de téléspectateurs à travers le monde. Et le passage en Côte d'Ivoire est l'occasion de célébrer les valeurs sportives qui doivent inspirer notre jeunesse et tous nos compatriotes. La Côte d'Ivoire est une nation de football et nous en sommes très fiers. Et les Ivoiriens sont passionnés de football, y compris moi-même. Et c'est donc avec une grande fierté que nous organiserons d'ailleurs la Coupe d'Afrique des Nations en 2021. Le top départ de la Coupe du Monde 2018 sera donné le 14 juin prochain avec un match d'ouverture, la Russie face à l'Arabie Saoudite. Le président souhaite une pleine réussite donc à la prochaine Coupe du Monde qui se tiendra en Russie au mois de juin. Le trophée de la Coupe du Monde va sillonner 51 pays et 80 villes du monde. Toujours dans l'actualité sportive, il faut aussi rappeler que Muriel Auré, la championne du monde de 60 mètres en salle, a été accueillie triomphalement hier à Abidjan. Elle était l'invitée du 20 h d'hier. Le vice-président a reçu ce soir le directeur pour l'Afrique et Moyen-Orient de la Standard Chartered Bank. Il est venu en marge de la réunion du comité de direction présentée à Daniel Kablan-Duncan leur nouveau produit, la banque digitale. Nous vous proposons maintenant la déclaration du directeur Côte d'Ivoire de Chartered Bank. Nous lançons à partir de la Côte d'Ivoire notre première banque digitale.
banque digitale qui va révolutionner la façon de vivre la banque en Côte d'Ivoire, qui va permettre également un accroissement rapide de l'inclusion financière en Côte d'Ivoire et qui va permettre aux populations ivoiriennes l'accès à la banque de façon très rapide. Le directeur Côte d'Ivoire de Chartered Bank au micro d'Awa Touré. En bref, les élections sénatoriales du 24 mars, la CEI rend publique la liste provisoire des candidatures retenues, 58 listes pour 116 candidats. Cette liste devra par la suite être transmise incessamment au Conseil constitutionnel en charge de publier la liste définitive des candidatures retenues. En Côte d'Ivoire, il y a des avancées notables en matière de conditions de la femme. Le sujet a été évoqué par la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité. Mariatou Koné a démontré la place importante qu'occupent les femmes dans la société ivoirienne. C'était à l'Assemblée générale de la 62e commission de la condition de la femme à l'ONU. Ami Sissoko est notre envoyé spécial sur place. Mariatou Koné, ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, à cette tribune pour présenter les progrès réalisés dans le cadre de l'autonomisation des femmes et filles. Elle livre ainsi à l'Assemblée générale de la Commission de la condition de la femme des Nations unies le message de la Côte d'Ivoire axé sur l'amélioration de la condition de la femme ivoirienne. Mise en exergue les avancées dans l'éducation, avec depuis 2015 l'école obligatoire pour tous les enfants âgés de 6 à 16 ans, filles et garçons. Sur le plan juridique, avec le toilettage de certains textes qui a permis d'initier l'instauration d'une équité dans l'accès à l'emploi et dans le traitement des salaires entre hommes et femmes. L'État de Côte d'Ivoire a ratifié la plupart des conventions internationales et régionales de promotion du genre. Sous l'impulsion du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, il s'est doté d'une nouvelle constitution en novembre 2016 qui consacre le principe d'égalité entre les sexes. La parité est presque atteinte au niveau primaire et le taux de scolarisation connaît une hausse au secondaire. Mariatou Koné a aussi évoqué la place qu'occupe la femme dans le domaine agricole. En Côte d'Ivoire, l'économie nationale repose sur l'agriculture. Dans ce secteur, les femmes représentent 67% de la main-d'œuvre et assurent 60 à 80% de la production alimentaire. Pour les accompagner, le gouvernement a pris d'importantes initiatives, n'a pas manqué de souligner la ministre. Il s'agit entre autres de la mise en place de fonds spéciaux dédiés aux activités des femmes et à l'entrepreneuriat féminin. Le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, de la Première Dame. Le fonds Femmes et Développement du ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité. Le fonds de soutien aux femmes entrepreneurs d'un montant de 5 milliards du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME. L'encadrement technique aux femmes productrices et aux coopératives féminines. La création d'un centre incubateur de référence en vue de promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Elle a également souligné la professionnalisation de certaines filières agricoles, à savoir celle du karité et du manioc. En dépit des efforts consentis par l'État et l'ensemble des acteurs, les défis persistent selon la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité. Toutefois, le gouvernement ivoirien reste dans la dynamique des réformes structurelles et sectorielles d'envergure pour une pleine participation des femmes à la vie économique, sociale et politique de la Côte d'Ivoire et surtout pour leur épanouissement. Et ici à Abidjan, un incendie s'est déclaré ce matin dans les locaux de la Caisse générale de retraite des agents de l'État au Plateau. Le feu a été vite circonscrit par les sapeurs-pompiers. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine et les agents ont repris le cours normal de leurs activités en fin de matinée. Ce mercredi, la ville de Bangolo a repris aussi son fonctionnement normal après les remous d'hier. La circulation est normale en ville. Les établissements scolaires, les magasins, les boutiques et le marché sont ouverts. Les habitants vaquent à leurs occupations habituelles. Le constat sur place d'Ève Boué. Lycée moderne de Bangolo, ce mercredi 14 mars 2018, il est 10 heures passées. Devant des salles de classe, des élèves alignés attendent leur tour de passage pendant que d'autres à l'intérieur répondent aux questions des professeurs. Nous sommes à une épreuve d'oral d'anglais comptant pour les examens blancs du BEPC. Cette ambiance décrit la reprise du cours normal de la vie dans la ville de Bangolo après la paralysie observée hier.
Même ambiance de reprise dans les écoles primaires publiques de la ville, comme ici à l'EPP Bangolo 1 et 2. Au niveau des administrations publiques, la préfecture, comme la sous-préfecture et autres administrations, les fonctionnaires et agents de l'État sont à leur poste. Les magasins, les commerces, les boutiques, les marchés, fermés hier, sont tous ouverts. À la gare et dans les rues de la ville, le brouhaha quotidien est de mise. On peut donc le dire, la vie a repris son cours normal à Bangolo. Pour rappel, la vie à Bangolo a été perturbée hier mardi 13 mars suite à la mort d'un jeune tué à un poste de sécurité situé dans le village de Bewezi-Biao. L'incident s'est déroulé dans la nuit du lundi à mardi. Un renfort des forces de sécurité venus de Man, Diokwe et Giglo assure la sécurité des biens et personnes. Une pause pour donner cette information. Le président de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, Sa Majesté Amontanoé, va procéder à la mise en place des comités régionaux demain jeudi 15 mars à partir de 9 h au siège de l'institution à Yamoussoukro. 3 points à l'ordre du jour, notamment l'investiture des comités régionaux et la mise en place de la commission de règlement des litiges. La cérémonie aura lieu donc à Yamoussoukro demain matin. Toujours à Yamoussoukro, le Conseil national de sécurité met l'accent sur l'amélioration des rapports forces de défense et de sécurité, population civile. Là, nous parlons sécurité, donc un atelier s'est tenu sur la question donc à Yamoussoukro. Il a été question de faire des propositions pour une franche collaboration entre les populations civiles et les hommes en tenue. Reportage Soro Corona. Déficit de communication, manque de courtoisie, raquettes et tracasseries routières, méconnaissance des missions des FDS, non-respect de l'autorité, incivisme, autant de griefs que les forces de sécurité et les populations se rejettent. Pour dissiper toutes ces incompréhensions, les forces de sécurité et les populations civiles se sont retrouvées à Yamoussoukro. 4 jours durant, les hommes en tenue et les civils ont passé en revue toutes les questions qui fâchent. Tous ont convenu de travailler au rétablissement et à la consolidation du lien armée-nation, ainsi qu'à la confiance entre les deux parties. Les résultats qui ont découlé de ces travaux et qui nous ont été présentés ici me semblent être très enrichissants et pleins d'enseignements. Ils permettront sans aucun doute de répondre efficacement aux problèmes sécuritaires. Cette initiative du Conseil national de sécurité à l'appui technique et financier du Programme des Nations Unies pour le développement. Le PNUD a réaffirmé son engagement à accompagner les efforts pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Ce dialogue permanent, et nous avons vu combien les propositions remarquables qui ont été faites, nous y sommes très sensibles, et nous ferons en sorte de les restituer dans leur dimension de plaidoyer, de sensibilisation, de communication, aussi auprès des partenaires au développement, parce qu'il faut donner les moyens de cette vision et de cette ambition à la Côte d'Ivoire pour anticiper et gérer au mieux les risques de conflit. Il a été aussi question de faire le bilan des comités civilo-militaires, bilan salué par les participants. Il a été recommandé au Conseil national de sécurité d'étendre les dialogues socio-sécuritaires à travers le reste du pays. À suivre, les recettes non fiscales, 3e titre de ce journal, notamment les impôts sur les sociétés, les redevances et loyers pour l'utilisation du domaine public de l'État, les frais administratifs. Le Trésor public doit mobiliser cette année 1310 milliards, dont 100 milliards de francs CFA provenant de ces recettes non fiscales. Mais comment y arriver? Dans ce 20h, le dossier complet du service économie proposé par Francis Boifo. Toutes les personnes qui ont bénéficié de paiements indus, qui ont changé de situation administrative, qui ont continué à percevoir les indemnités, ou alors toute autre situation similaire pour lesquelles le Trésor a dû décaisser de l'argent de façon indue, ces personnes doivent s'attendre à rembourser l'indu. C'était en mai 2017. Le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique engageait ses collaborateurs à recouvrer la totalité du trop perçu. Au 31 décembre dernier, les résultats étaient satisfaisants. Nous avons pu augmenter les recettes, sont passées d'environ 500 millions à 1,3 milliard de recettes. Au total, sur un objectif de 123,602 milliards de francs CFA, concernant les recettes non fiscales en 2017, 126,663 milliards de nos francs ont été mobilisés pour un taux de réalisation de 102,48%.
Dès lors, un accent est mis sur les recettes non fiscales représentant tous les produits qui proviennent de sources autres que les impôts pour financer le budget de l'État en 2018. Il est demandé au Trésor public de mobiliser environ 1310,7 milliards de francs CFA. Les recettes non fiscales représentent, en termes de prévision, environ 100 milliards de francs CFA. Nous estimons que nous pouvons faire mieux que ça. Cela nécessite la mise en place de mécanismes efficaces et innovants pour résoudre tous les problèmes liés au recouvrement des dividendes versés par des entreprises dont l'État est actionnaire, des produits des pénalités et frais de poursuite, des sanctions et surtout des amendes et condamnations pécuniaires. Je voulais savoir, lorsqu'on condamne une personne pour 3 mois de prison ou 1 an, avec une amende, lorsque la personne sort de la prison, les amendes sont versées à l'État ou à la justice? Au Trésor public, donc dans la caisse de l'État, répond l'agent comptable des créances contentieuses. Le taux de recouvrement est encore très faible. Près de 5 milliards d'amendes sont prononcées. Pour l'année 2017, nous avons recouvré 6 millions. Lorsque les prisonniers sortent, il est difficile de les localiser pour pouvoir payer leur amende. Il y a vraiment de réels problèmes. Mais nous allons essayer ensemble avec le ministère de la Justice prendre des dispositions pour qu'on puisse vraiment recouvrer cette recette. Autre défi, l'augmentation des recettes au titre des amendes forfaitaires. Ce sont des sommes à régler dans un bref délai à la suite de certaines infractions relatives à la circulation routière et sans passage par le tribunal. Les statistiques révèlent que les ressources liées aux amendes forfaitaires n'atteignent pas 0,5% des recettes non fiscales sur les 5 dernières années. Dans les pays développés, cependant, les amendes forfaitaires ont un pourcentage élevé dans les recettes non fiscales. Par exemple, en France, avec 26 millions de contraventions dressées en 2015, l'État a récupéré 1096 milliards de recettes à partir des amendes forfaitaires, soit 0,45% des recettes non fiscales pour la seule année contre 0,5% sur 5 ans en Côte d'Ivoire. On regarde du côté des pays développés et on se rend compte que là-bas, les amendes sont relativement élevées pour permettre vraiment aux usagers contrevenants de sentir effectivement la sanction. Mais mieux, les forces de l'ordre disposent de moyens techniques et technologiques vraiment modernes pour faire leur mission. L'État doit continuer son effort de pouvoir promouvoir les TIC dans les paiements et de le faire systématiquement. Le paiement des taxes par mobile money. Beaucoup d'Ivoiriens proposent cette solution au regard des questions qu'ils se posent. Il y a beaucoup de taxes sur le marché, ces différentes taxes-là. Chacun de nous les paye 7, mais on ne sait pas où ça va. Ces recettes collectées par les mairies sont reversées dans une caisse commune au Trésor public. Toutes ces recettes-là sont versées dans un panier. Par un arrêté interministériel, il y a une clé de répartition qui n'est pas vraiment fait pour inciter les collectivités à s'engager et à donner beaucoup de moyens et à aller encore plus loin dans l'effort que nous faisons pour le recouvrement de ces recettes fiscales. Les communes d'Abidjan, environ 44%. Les communes de l'intérieur, 18%. En dehors de la commune de Yamoussoukro et San Pedro, qui ont un régime spécial. Et les régions ont 13%. Et les districts, 25%. C'est les taux que la loi a définis. Et donc, nous nous en tenons aux tests. Les taxes prélevées sur les marchés sont des sources importantes de recettes. Un État qui n'a pas les moyens ne peut pas faire face à ces engagements. L'activité qui va être donc menée par le Trésor public a besoin de la contribution de tous. Faire en sorte que les recettes fiscales, les recettes non fiscales soient recouvrées par les comptables publics et acheminées vers la caisse centrale du Trésor public, et ensuite le Trésor va utiliser ces ressources pour faire face à l'ensemble des engagements de l'État. Donc nous comptons sur la contribution de toute la population, de tous les acteurs. C'est une invite à la culture fiscale désormais orientée vers les recettes non fiscales pour bâtir une Côte d'Ivoire économiquement forte à partir de ses propres ressources. C'est possible. L'année dernière, 3 227,8 milliards de francs CFA de ressources intérieures ont été mobilisés pour couvrir les dépenses salariales de fonctionnaires et d'investissements.
Voilà, c'était là le dossier du service économie signé Francis Boifo. La Côte d'Ivoire projette aujourd'hui de créer une université de chocolat, mais avant une visite dans une cité de chocolat en France avec le ministre de l'Agriculture. Il faut rappeler que depuis plus de 3 décennies, la Côte d'Ivoire reste le premier pays producteur de cacao avec plus de 40% de l'offre mondiale. Noël Niagno revient de la France, il consacre sa page au volet agriculture. Que ce soit la nature ou l'homme, tout est primordial pour avoir un bon chocolat et c'est hyper intéressant parce qu'en plus il y a une palette aromatique qui est hyper large. Au niveau gustatif c'est top, tout le monde aime le chocolat. S'il est vrai que tout le monde aime le chocolat, il est tout aussi vrai qu'il n'y a pas de bon chocolat sans du bon cacao. Les paysans ivoiriens, après la démonstration de leur capacité à produire du cacao, 40% de l'offre mondiale, doivent désormais produire du cacao de qualité pour coller à la maxime « pas de bon chocolat sans du bon cacao », d'où l'invite aux producteurs ivoiriens. Vous avez déjà fait la preuve que vous pouvez produire du cacao. Maintenant, nous allons vous donner l'opportunité de faire la preuve que le cacao que vous produisez a une valeur de plus que celui qui est produit ailleurs à travers le monde. Cerner tous les contours de la fabrication du bon chocolat pour mieux outiller les producteurs du bon cacao a nécessité le déplacement du ministre de l'Agriculture et du Développement rural à Athènes-l'Hermitage en France, dans la Drôme, à 2 heures de Paris, en TGV, train à grande vitesse. Visite de l'école, de la Cité du chocolat et de l'usine de fabrication du chocolat Valorona. On meuble ce voyage dans la Cité du chocolat avec à la clé une vision. Le projet de l'Académie du cacao embrasse tout cela. Et donc ce que nous avons vu ici dans le projet du cacao et du chocolat, c'est une partie du projet de l'Académie du cacao et du chocolat que nous souhaitons avec les grands chocolatiers de ce monde et tous les grands pays producteurs. Nous souhaitons créer cette Académie du cacao et du chocolat à Abidjan. Nous sommes très avancés, les études vont démarrer d'ici la mi-2018 et nous espérons qu'au bout de 2-3 ans, nous aurons des études autour desquelles nous allons faire le tour de table pour commencer la mise en œuvre de ce projet dans notre pays. D'ici à là, imprégnons-nous de l'essence de l'école de Valorona et de son implantation dans le monde. Valorona a créé sa première école ici à Athènes-l'Hermitage il y a près de 30 ans. Et fort du succès de l'école, a décidé d'ouvrir sa 2e école à Tokyo il y a 10 ans. Puis il nous a paru évident d'avoir une adresse parisienne. Donc en 2009, nous avons ouvert une autre école, une 3e école à Paris-Versailles. Et la dernière, pour avoir une adresse sur le continent américain, a ouvert en 2014 à Brooklyn. C'est un centre de formation pour développer la culture du très bon chocolat dans les pâtisseries des pâtissiers du monde entier. Et ce qu'on fait au niveau de la Cité du chocolat, c'est de valoriser aussi cette matière première très noble qu'est le chocolat et le cacao auprès du grand public. Le nouveau challenge de la Côte d'Ivoire est ainsi décliné. Il reste à lui donner les moyens de sa réalisation. Et bonjour au bonheur du cacaoculteur, donc au leadership de la Côte d'Ivoire dans le cacao. Autre sujet en images, le Centre civique d'action pour le développement de Bembresso dans la commune de Songon a accueilli ses premiers pensionnaires le 9 mars dernier. Moins d'une semaine après l'arrivée de ces jeunes qui ont été recrutés sur la base du volontariat, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique s'est rendu sur place pour s'imprégner des réalités et échanger avec les jeunes. Dans l'actualité culturelle, le Massa, le Burkina Faso participe à la 10e édition du marché des arts et du spectacle d'Abidjan. En marge de cet événement des arts vivants, le ministre burkinabé des arts et du tourisme et le ministre ivoirien de la culture ont fait le point du traité d'amitié et de coopération culturelle entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, nous dit Serge Koulia. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, 2 pays frères qui renforcent leur coopération à chaque occasion.
La 10e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan donne l'occasion aux deux ministres de la Culture de faire le point du traité d'amitié et de coopération. Le point qui a été fait est satisfaisant. Vous vous souvenez de la brillante participation de la Côte d'Ivoire au FESPACO 2017, qui a été renforcée par la présidente du président Alassane Ouattara aux côtés de son homologue burkinabé. Nous travaillons de commun accord pour faire avancer les activités de nos deux pays. Et donc ce point nous permet d'envisager des perspectives pour 2018. Le ministre burkinabé de la Culture, des Arts et du Tourisme conduit une délégation d'artistes venus participer à la 10e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan. Nos deux chefs d'État ont pour ambition évidemment de faire de nos deux États un pôle pour faire avancer très sérieusement le processus de construction de l'intégration non seulement sous-régionale mais l'intégration régionale. Et de ce point de vue, la meilleure porte d'entrée dans la construction de ce processus, c'est la culture. Les artistes du Burkina Faso entendent promouvoir la culture du pays des hommes intègres. 8e jeu de la francophonie. La Côte d'Ivoire félicitée à Paris pour l'organisation. C'était lors de la 14e réunion du Conseil d'orientation du Comité international des Jeux de la francophonie en France. Le compte-rendu d'Issaïo. Après le succès des 8e Jeux de la francophonie à Abidjan, l'heure est à la reconnaissance. La Côte d'Ivoire a été félicitée à l'issue de la 14e réunion du Conseil d'orientation du Comité international des Jeux de la francophonie, CIJF. Ce conseil présidé à Paris, en France, par la Marocaine Latifa Moftaki, a salué la parfaite organisation de ces Jeux au bord de la lagune ébriée. La Côte d'Ivoire a su relever le défi vraiment avec brio. Elle a été au-delà de toutes nos espérances. Donc on la félicite du fond du cœur pour le travail qu'elle a accompli, pour tout l'investissement, que ce soit humain et financier, qu'elle a fait pour l'organisation de ces Jeux. Abidjan a mis en place un nouveau standard, mondial, et que les Jeux ne voudront plus et ne pourront plus être autre chose qu'après Abidjan. Il faut que la francophonie dans son ensemble se mobilise et que les nouveaux candidats se préparent en conséquence pour pouvoir continuer à faire les aspects festifs du jeu. Le succès des 8e Jeux de la francophonie a été possible grâce à la qualité organisationnelle déployée, notamment la modernisation du système d'inscription, la forte mobilisation des partenaires associatifs, institutionnels, des médias. À cela s'ajoute la qualité des infrastructures sportives et culturelles, des commodités obtenues grâce à la volonté des autorités du pays. Au sortir de cette réunion, nos regards se tournent vers notre pays et son président pour tout le travail qui a été accompli. Nous n'avons pas de mérite, nous n'avons été que animateur de tout ce qui a été fait. Le mérite en revient au chef de l'État, au Premier ministre, au vice-président, aux membres du gouvernement, à notre représentant spécial auprès de la francophonie, ici au représentant du chef de l'État auprès de la francophonie, et aux experts de l'OIF qui n'ont ménagé aucun effort pour apporter leur contribution au succès des Jeux d'Abidjan. C'est le lieu de rappeler que les 8e Jeux de la francophonie se sont déroulés du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan. Ils ont mobilisé plus de 4000 athlètes et accompagnateurs, 700 journalistes, 500 000 spectateurs et 500 millions de téléspectateurs. Le tour de l'actualité dans le monde en bref. On commence par la Guinée avec Sidonie Davila Waka. Les femmes du parti de l'opposition en Guinée ne sont pas contentes de la situation qui prévaut dans le pays et elles n'ont pas manqué de le démontrer. Des milliers de Guinéennes vêtues de blanc, 10 000 environ, sont descendues dans les rues de Conakry ce mercredi pour protester contre les violences policières lors de manifestations après les élections du mois dernier. Répondant à l'appel des femmes du principal parti d'opposition, l'UFDG, les manifestantes ont défilé sur environ 3 km dans la capitale guinéenne en brandissant des banderoles.
Angela Merkel, la chancelière allemande, entame un 4e mandat. Les députés allemands l'ont réélu ce mercredi. Sur 688 votes valables, 364 députés ont voté en sa faveur à bulletin secret. La dirigeante se voit confier un 4e mandat consécutif à la tête du gouvernement allemand après avoir réussi à constituer une coalition réunissant son parti, l'Union chrétienne démocrate, CDU, et les sociaux-démocrates du SPD. L'un des esprits les plus brillants de la planète s'en est allé. L'astrophysicien Stephen Hawking est décédé à l'âge de 76 ans. Un personnage hors norme, cloué sur un fauteuil par la maladie de Charcot depuis 50 ans. Une situation qui ne l'a pas empêché d'être l'un des scientifiques les plus reconnus de ces dernières décennies. Ses travaux sur les trous noirs ou encore sa théorie du tout lui ont valu la reconnaissance de ses pairs, mais aussi du grand public qu'il a su toucher à travers ses ouvrages de vulgarisation, notamment Une brève histoire du temps, vendu à 10 millions d'exemplaires. Voilà, ainsi s'achève ce 20h supervisé par Victorine Yaoyobwe à la réalisation Backer, au prompteur Perpétuellement. Passez une très belle soirée. On se retrouve demain si Dieu le veut. Merci de votre fidélité.